So we're at the moment where cities is a very central issue in the climate negotiations. We all know that cities account for around 3/4 of all energy-related CO2 emissions. Buildings itself are responsible for around 20 to 30% of total greenhouse gas emission. So maybe one of the 3, 5 central issues on climate change. Can you do the next slide, please? Can you do the next slide, please? So just as we had just coming back from the Habitat 3 conference in Quito, where we approved the new urban agenda, so both to see how climate change is mainstreamed in the urban agenda and how urban issues are mainstreamed in the climate agenda. So the new urban agenda has also a very clear reference to buildings and mitigation of climate change. For example, member states have committed to develop cities that have sustainable, renewable and energy efficient buildings, and linking it with an essential means of reducing greenhouse gas emissions. There are 8 specific mentions of sustainable buildings in the new urban agenda, and so it can be clearly seen that this is a central topic to the new urban agenda as well. Then looking at urban issues in the Paris Agreement. Cities are part of the Paris Agreement. Over 110 NDCs have urban or moderate or strong urban content. We have just reviewed all NDCs, and we're actually launching that publication beginning of next week. But one of the key findings is that 2/3 of all countries have urban issues in the NDCs, and buildings is one of the main sectors of that urban content of the NDCs. Especially the rapid urbanizing regions in the world have urban issues in their NDCs. For example, in Africa and Asia, considerably more countries have it, over average representation of urban issues, especially in mitigation. If we look at the Africa cluster of countries we have reviewed and the topic of our presentation today, unfortunately very few countries in Africa have buildings as a means of mitigating climate change. We think this could be improved, and most of the countries that have actually buildings in the mitigation component of their NDCs are the countries we have heard in our introduction, where we have actually actively worked on supporting these countries in develop their NDCs. Just to give you 2 examples, the Kenya Nationally Determined Contribution has a clear reference to buildings, enhancing the adaptive capacity of the population, urbanization and the housing sector. So there's a very clear reference of adaptation in the NDCs concerning buildings. And for example, in Uganda has a focus on mitigation in their NDC. They are planning hoping to ensure that land use plans and building codes reflect the need to make public and buildings more climate resilient. So there you see the mitigation component on the climate side, and also the adaptation component on the resilient side. Just a short example from our work in Kenya. So what does it take to make the building sector more aware of the challenges of climate change and make it like a valuable instrument in mitigating greenhouse gas emissions? And these are just some examples on how Kenya deals with this situation. So there are very emerging companies working on energy efficiency in buildings, on new building materials, to make sure buildings in Kenya emit less greenhouse gas emissions and are more resilient to climate change. Next one, please. You see the technologies. You're most likely better expert than me in building technologies. You see there are, at the ministerial level, there have been some technologies identified already as a key to making buildings more climate resilient, and these are just some examples. Maybe the next slide, please. And then one important issue where we as UN Habitat are helping Kenya and other African countries is to establish a more evidence-based decision-making process by
developing data and indicators so countries can then form informed decisions. For example, we have helped Kenya developing several indicators how to measure how climate resilient their buildings are. For example, the costs of wall materials, abiotic depletion potential, global warming potential, the use of water, thermal resistance, fire resistance, moisture, sound, all these parameters for countries to make then an informed decision how to promote more sustainable buildings. And just as we were traveling here, Kenya has announced a new law that every new single household building has to have solar panels on the roof. So there you see that they are also putting these kind of practices into these kind of best practices into their national legislation. The next one. Here we see just how we have helped to bridge this data gap, so then the country could take a more informed decision. So we have now more data available, for example, for building and wall materials. And so through that work with Kenya, we were able to give a more clear view to the government entities dealing with the NDC. So then they have decided, based on the importance of the building sector, to include buildings and building materials into the NDC. And these are just two examples of how Kenya has done that. In mitigation, they would like the energy and resource efficiency improvement of buildings, and in adaptation, as we have heard already, as I presented before, they are seeing buildings and housing sector as a whole as a means to adapt to the growing impacts of climate change in Kenya. This is just a small overview of how we have of the global situation on buildings and NDCs, and just one example of how UN Habitat or we all together have supported the country mainstreaming the building and housing sector into the NDC. Thank you very much. Thank you very much. Juste pour peut-être apporter encore une contribution avant de te faire intervenir, Antoine. Ouais. À Énergie 2050, donc on a travaillé nous sur plusieurs CPDN en Afrique, notamment au Sénégal, au Togo, et notamment avec Antoine qui travaillait alors avec la voûte nubienne. Je ne connais pas ton titre là pour le moment, donc j'essaie de broder un peu. Ça c'est la mienne, donc c'est pas celle-ci. Et on s'aperçoit que dans le bâtiment, en fait, aujourd'hui, on va devoir passer des intentions au plan d'action concret. C'est le but de la COP de Marrakech. Et dans ce cadre-là, le bâtiment va jouer un rôle clé. Nous, en tant qu'Énergie 2050, on est déjà largement impliqués au niveau de l'Afrique sur des formations sur l'architecture bioclimatique, sur comment intégrer la question énergétique dans le développement urbain. Mais aujourd'hui, il y a une question critique, c'est comment on va pouvoir augmenter l'ambition des États. Parce qu'aujourd'hui, l'ambition des États elle est insuffisante, même si les pays d'Afrique ne sont pas responsables, et pour eux l'atténuation ce ne sera pas le point clé, mais comment le bâtiment va jouer son rôle clé pour transformer les engagements en action, que ce soit au niveau de l'adaptation et aussi bien au niveau de l'adaptation que de l'atténuation. Maintenant on va avoir un rapide retour sur l'élaboration de la CPDN Burkina. Oui, bonjour à tous. Est-ce que j'ai tout allé ? Oui, merci. Donc Antoine Aurélou pour BOPS. L'idée là, c'est de faire un retour sur plutôt un mécanisme plutôt bottom-up. Donc comment est-ce que une solution qui s'avère être de manière empirique efficace pour à la fois l'atténuation et l'adaptation au changement climatique peut réussir à s'institutionnaliser, par exemple dans le cas d'une CPDN, et ici avec l'exemple donc de la voûte nubienne au Burkina Faso. Donc rapidement, BOPS, c'est une organisation que j'ai créée il y a 1 an et demi pour accompagner les solutions bas carbone qui sont efficaces pour justement leur permettre d'être institutionnalisées, d'être diffusées le plus vite possible pour le plus grand nombre. Et donc on a travaillé notamment avec la voûte nubienne, institution dont j'ai fait partie pendant 8 ans. Alors pour commencer dans le sujet, en fait on va partir d'un exemple très de terrain. Ok. Donc ici, on a un jeune homme qui est magnifique et voilà, il a décidé de se marier peut-être, mais il lui faut une maison.
Et donc du coup c'est la problématique de dans quel pays il est et qu'est-ce que peuvent faire sa région, son état et les gens autour de lui pour l'aider à avoir une maison. Et donc on est au Burkina Faso et donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive et comment on passe de petit Alassane qui a son magnifique costume jusqu'à la CPDN, un truc dont il a aucune connaissance, et comment est-ce que cette CPDN peut redescendre après jusqu'à Alassane pour qu'il ait sa maison qui soit appropriée. Donc on a la CPDN d'un pays, le Burkina Faso. Slide suivante. Au Burkina Faso, quelle est la situation? Elle est à peu près la même sur toute la bande sahélienne, c'est-à-dire qu'on a une problématique de l'habitat qui est liée à traditionnellement le bois utilisé pour les charpentes traditionnelles qui disparaît, on n'a plus les bons bois. Et la solution alternative aujourd'hui, majoritairement, c'est des fines couches de tôle qui se répartissent sur l'ensemble de ces pays et qui sont aussi inadaptées parce que c'est très chaud, c'est très cher, c'est fragile. Et aujourd'hui, les populations n'ont d'autre solution que dépenser le peu d'argent qu'elles ont pour acheter de la tôle parce qu'elles sont obligées de se couvrir. Et donc cet argent-là, il ne va pas ailleurs et a d'autres besoins importants du développement. Et entre parenthèses, ça touche d'abord le budget des femmes, ça c'est important aussi. Donc on a une situation sur l'ensemble de la zone sahélienne qui est qu'on estime qu'il y a environ 100 millions de personnes qui n'ont pas accès à une solution adaptée. Et donc c'est le cercle vicieux que je vous décrivais. Face à cette situation, quelle est la solution? Slide suivante. La solution n'est pas une solution, je dirais, purement technologique. Quand on parle de solution, il faut bien prendre en compte que les technologies, on les connaît, et on les connaît depuis très longtemps. Une solution va être une technologie qui va être appropriée par la population locale, donc par des artisans notamment qui vont être en capacité de la mettre en œuvre, parce que c'est bien d'avoir des blocs de terre stabilisés, c'est pas une solution. La solution c'est que ces blocs de terre stabilisés soient intégrés dans le marché. Donc on a besoin d'avoir une solution technologique qui est maîtrisée par des artisans de métier, au sein d'un marché qui est suffisamment amorcé pour pouvoir la diffuser. Et on est vraiment là dans l'idée de comment est-ce qu'on fait pour faire changer d'échelle à des solutions technologiques qui auraient démontré sur un ou deux cas leur efficacité. Et c'est ça qui génère de l'impact et qui permet de résoudre la problématique. Slide suivante. Donc très rapidement, la voûte nubienne c'est une des solutions. C'est pas quelque chose qui est très innovant puisqu'il y a 3500 ans, les pharaons ont construit des voûtes nubiennes autour de Luxor et elles sont encore debout. Donc c'est une solution qui a prouvé son efficacité en Égypte. Elle s'avère efficace et adaptée à l'Afrique de l'Ouest puisque ça remplace l'usage du bois et de la tôle en permettant de construire des toitures entièrement voûtées en briques de terre crue séchées au soleil. C'est la technique du banco que l'on connaît sur toute l'Afrique de l'Ouest très très bien. Les maçons savent comment la maîtriser. Donc c'est des matériaux 100% locaux, il n'y a pas besoin de bois, il n'y a pas besoin de fer, il n'y a pas besoin de ciment et c'est des bâtiments qui sont bioclimatiques. Donc c'est adapté pourquoi? D'abord parce que ça répond aux attentes des clients. C'est des bâtiments qui sont confortables, modulaires, esthétiques, toit terrasse, bref. On retrouve la même architecture qu'une architecture traditionnelle qui existait quand on utilisait le bois. C'est solide, ça c'est vraiment le point important, c'est-à-dire d'abord quand le client il rentre dans une voûte nubienne, il dit bon ça a l'air sympa, mais est-ce que c'est solide? Oui c'est solide. On a donc 3500 ans de retour en Égypte sur une technologie qui tient encore debout et une vingtaine d'années sur l'Afrique de l'Ouest. Ça permet des usages multiples, c'est à la fois du logement, etc. C'est vraiment une technologie de base qui permet de construire à la fois des bâtiments communautaires mais aussi des logements. Monter en étage, et on monte en étage sans coffrage et sans bois. C'est vraiment que de la terre crue séchée au soleil avec des enduits extérieurs qui sont adaptés. Et au niveau économique, ça aussi c'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'on est dans une économie qui correspond aux capacités des agents économiques locaux, des paysans en majorité. C'est-à-dire que l'argent qu'il faut dépenser pour construire une maison voûte nubienne, c'est de l'argent qui peut être en grande partie de l'argent qui est mobilisé sous forme de main-d'œuvre par la population elle-même. Les gens peuvent fabriquer par eux-mêmes les briques pour faire diminuer le coût. Ils peuvent contribuer énormément, ce qui n'est pas le cas dans du parpaing-tôle. Et donc le prix du parpaing-tôle est beaucoup plus élevé que celui d'une VN, et c'est 99% des gens qui font aujourd'hui du parpaing-tôle ou de la terre-tôle. Et c'est écologique, bon ça c'est environ plus de 2 tonnes de CO2 qui sont économisées par voûte nubienne bâtie. C'est ressources premières naturelles. Et c'est bioclimatique, ça veut dire qu'on a besoin de moins d'éléments mécaniques pour rafraîchir la maison par exemple. Voilà, donc ça c'est pour la technologie, c'est bien sympa, on a un toit. Maintenant ce toit, il est maîtrisé par qui? C'est une technologie qui aujourd'hui est totalement open source. L'idée c'est qu'il y a un maximum d'artisans qui puissent la maîtriser, et donc là-dessus, l'association La Voûte Nubienne a développé tout un système vraiment très intéressant pour encourager les paysans à accéder à cette connaissance technique. Mais surtout, la spécificité de l'association Voûte Nubienne, c'est d'être en capacité de générer un marché, c'est-à-dire de mettre en contact des clients, de générer de l'information auprès des clients pour leur dire bah, tiens, cette solution technologique existe, et vous avez des maçons en face qui sont capables d'y répondre.
Vous avez ici Amaris qui représente la voûte nubienne et qui est en charge des relations institutionnelles et qui pourra vous expliquer de manière un peu plus précise comment est-ce qu'on va encore plus loin en disant bah, maintenant c'est tout un marché, on dépasse l'artisan et le maçon, mais on va aller jusqu'aux architectes, jusqu'aux maîtres d'œuvre et jusqu'aux codes aussi nationaux pour pouvoir justement institutionner cette solution et qu'elle puisse vraiment changer d'échelle. Et ça génère des résultats, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on est à plus de 30% de croissance en moyenne du marché par an sans aucune solution de financement jusqu'à présent. Tout ça est financé uniquement par l'épargne des particuliers. Là aussi, la voûte nubienne travaille sur des systèmes de crédit habitat qui seraient appropriés avec tous ses partenaires. Et donc c'est plus de 2000 voûtes nubiennes qui ont été bâties dans 5 à 6 pays. Je passe les détails parce que je veux arriver au but. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour que cette solution voûte nubienne, j'ai pris l'exemple du Burkina Faso parce que c'est là-bas que ça a commencé et c'est là-bas que pendant des années et des années on a rencontré les autorités locales, les ministères sans qu'ils s'intéressent vraiment à cette solution. C'est de la terre, vous n'allez pas nous faire revenir dans la terre monsieur, nous ce qu'on veut c'est du parpaing et de la tôle. Et donc c'est un travail de longue haleine et slide suivante. Et donc la première des questions par rapport à ce sujet d'une politique nationale qui est, là en l'occurrence c'était les CPDN pour l'accord de Paris, c'était de se poser la question mais finalement qui va être en charge de la rédaction. Et en fait c'est l'issue d'un travail de relations institutionnelles qui a mené la voûte nubienne pendant toutes ces années qui fait que finalement on commençait à être reconnus dans ces milieux-là et on a fait tout un travail de mailing aussi en amont de la COP21 pour essayer de trouver, mais finalement, quelle est cette personne-là qu'il faut convaincre pour pouvoir intégrer notre solution dans la contribution nationale. Donc un consultant nous a contactés et puis il nous a dit, bah voilà, moi j'ai besoin que vous me remplissiez un méchant tableau pour m'expliquer en gros qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer nationalement à la réduction des émissions du Burkina Faso. Donc c'est pas visible évidemment, c'est assez compliqué, mais on est sur 2020. 2025-2030 sur des chiffres et sur un chiffrage de comment est-ce qu'on peut arriver à justement réduire de X milliers de tonnes le bilan carbone du Burkina Faso, combien ça coûte et combien ça représente davantage par rapport à une autre technologie qui serait à apporter. Et donc concrètement dans les textes issus de cette matrice, slide suivante, en gros voilà ce qu'on a. On a l'arrivée de la promotion d'une architecture sans bois ni tôle avec la citation de la voûte nubienne comme une solution entre parenthèses. On a tous les chiffrages qui ont été repris sur une cible valorisation de matériaux locaux, habitat sans bois, etc. Tout a été évalué. Les coûts de mise en œuvre également. Tous les co-bénéfices qui sont alliés au développement de cette technologie, qui sont des co-bénéfices pas uniquement sur l'accès au logement, mais sur aussi la diminution des coûts de construction de bâtiments, qui peuvent être des bâtiments agricoles, des bâtiments sociaux, des bâtiments éducatifs, etc. Et donc on arrive sur la priorisation assez haut sur la valorisation des matériaux locaux avec le secteur habitat et urbanisme. Et donc on est sur 3 coopérations, mais surtout ici, sur un objectif qui est au rang 9, il en reste quelques-uns. Donc on est vraiment sur une priorisation importante, mais qu'il faut pouvoir continuer à booster et à suivre. Et, slide suivante. Slide suivante. Vas-y, je pense qu'on a compris. Donc là on est sur le cas du Burkina Faso et donc on arrive nous à la COP21 en se disant bah tiens les Burkinabés c'est vraiment des gens intéressants, on va pouvoir s'appuyer sur eux. Mais on ne les voit pas. Enfin, très honnêtement, les Burkinabés n'étaient pas là, il y avait une crise politique à l'époque et donc on a une très belle CPDN avec des très beaux objectifs, mais finalement le relais ne se fait pas, les gens du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme ne sont pas à la COP21, on a toujours du mal à les rencontrer sur le terrain. Alors qu'ils ont une CPDN qui décrit de façon très très précise qu'est-ce qu'ils attendent en matière de bâtiments. Et donc juste, là il me reste 2-3 slides. Non, vas-y, reviens en arrière. Voilà. En fait, dans les autres pays, on a juste le cas du Sénégal, parce que je voulais me faire un focus sur le Burkina, mais sur le Sénégal, on a un schéma qui est un petit peu différent. On a moins de références à la voûte nubienne, mais on est sur des choses qui sont très concrètes, avec la signature la semaine dernière d'un partenariat avec le GEF, qui a été très très long à mettre en place, et avec le ministère de l'Environnement et la direction des établissements classés du ministère sénégalais. Et dans lequel là on a non seulement des objectifs mais surtout derrière d'ores et déjà un financement, une mobilisation qui va vraiment permettre de mettre en place des actions concrètes et d'atteindre on l'espère les objectifs énoncés. Et l'intérêt pour Aven là-dedans c'est vraiment de pouvoir sortir d'un schéma dans lequel on est sur une ONG, une initiative privée qui se finance sans fonds publics quasiment ou avec des fonds de la coopération directement, la coopération française notamment qui donne des sous en gros à l'association voûte nubienne pour faire son boulot, vers un schéma qui est un peu plus légitime je dirais dans lequel les institutions internationales vont financer un État
qui va ensuite solliciter la voûte nubienne et d'autres pour mettre en place ces objectifs qu'elle s'est fixés. Donc les facteurs clés de succès qu'on peut retenir, il y en a 7. On a un besoin clairement identifié, qui est les gens ont besoin de logement, et c'est dans tous les sondages le deuxième besoin qu'ils ont le plus après avoir un emploi et puis avant l'accès à l'eau même. C'est souvent ce qu'on ressort. On a une solution concrète, les politiques qui décident de construire, ben, ils vont construire, ils vont avoir une solution concrète, ça c'est vraiment intéressant. On a des actions qui sont mesurables, des ratios coûts-bénéficiaires qui sont intéressants, des co-bénéfices, on ne fait pas que construire mais on a aussi des impacts environnementaux, sociaux, etc. Une capacité de déploiement, puisqu'on a 500 maçons qui sont capables de délivrer des bâtiments adaptés. Et puis une histoire locale, là on parle avec des Burkinabés, de l'histoire burkinabé, même si finalement pour qu'ils l'écoutent, ben, des fois ils ont besoin de savoir que ça se passe aussi au Sénégal, etc. Donc ça c'est intéressant. Slide suivante. Et donc maintenant, où on en est? Eh ben, on en est sur le Burkina Faso en tout cas à continuer le travail d'accompagnement du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, du ministère de l'Environnement et vraiment de mobiliser maintenant tous les partenaires techniques et financiers. Maintenant que cette décision politique a enfin été prise, eh ben, on ne peut pas les laisser essayer de le mettre en place tout seul. Ça reste dans le rôle d'un acteur comme AVN et de ses partenaires que d'accompagner ce ministère-là comme on le fait avec les autres ministères dans les autres pays. Voilà, je vous remercie et puis je suis à votre disposition pour toute question. Merci Antoine. Je pense que tu as dit plusieurs choses importantes et notamment, tiens, je te rends le casque, et notamment insister sur l'aspect systémique des impacts du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a parlé des impacts économiques, évidemment il y a des impacts environnementaux. Et pour les pays africains, ce qui est clé, c'est d'intégrer toutes ces thématiques de développement et d'adaptation en premier lieu, puisqu'on parle de l'intégration du bâtiment dans la CPDN, avec évidemment des co-bénéfices pour l'atténuation, puisqu'on a dit, c'est des bâtiments qui sont en général confortables naturellement et qui n'ont pas besoin d'une consommation énergétique, qui sont des bâtiments à vivre comme on savait les construire avant, et donc remettre en avant le savoir-faire traditionnel, remettre en avant les filières locales de production et utiliser le bâtiment comme un vecteur de développement et non comme un vecteur qui va créer des effets de verrou et qui va contraindre les politiques climat en termes d'atténuation, d'adaptation. Parce qu'une fois que vous construisez un bâtiment, si vous le construisez mal, malheureusement vous ne pouvez plus faire grand chose ou alors ça coûte très cher. Tu as parlé du Sénégal, justement on a un retour d'expérience du Sénégal ici avec M. Mbak Nyang que j'invite à venir et avec qui notamment on fait des formations à l'école d'architecture et d'urbanisme de Lomé. Les hameaux, formation pour les professionnels du secteur de l'environnement construit. Donc merci d'être là pour un petit retour d'expérience du terrain. Avec du matériel en plus. C'est mieux qu'un PowerPoint. Merci chers confrères, je vous remercie pour votre invitation. Je vais être très pratique puisque j'ai entendu ici des collègues donner un peu leur point de vue sur leur expérience. J'ai accepté cette invitation à l'occasion de ma participation à Quito il y a 2 semaines. Où Habitat 3, j'ai rencontré mon collègue et ami Stéphane Poufari et qui m'a proposé de venir faire un exposé ici. Comme vous le savez, je suis membre de la délégation sénégalaise et ça fait une quarantaine d'années que nous nous préoccupons de l'innovation dans le bâtiment au Sénégal. Pour être pratique, quand je demande à mes collègues sénégalais est-ce qu'ils savent dessiner la fenêtre ouvrant à l'anglaise ou à la française, ils savent le dessiner, à l'italienne, etc. Or, le bâtiment, c'est fait de toit, oui, c'est fait de murs, c'est fait de fenêtres, etc. Et cet élément que je vais vous montrer ici, c'est une tentative un peu de concilier l'adaptation et, j'allais dire, l'atténuation, dans l'esprit qu'une fenêtre, ça sert un peu à ventiler, à éclairer. Si vous regardez un peu ce schéma, à travers cette innovation, nous avons tenté de montrer que la fenêtre, elle va protéger des rayonnements solaires, mais la fenêtre va capter l'énergie solaire. Donc, en même temps, elle doit pouvoir s'entretenir, parce que dans nos pays, nous avons de la poussière. Et les fenêtres à l'italienne, malheureusement, on les utilise, mais l'entretien est extrêmement difficile. Donc, le soleil se lève, on protège l'ouverture, mais dans la journée, elle peut pouveter jusqu'à être à l'intérieur, on peut nettoyer, etc. Quand on veut ventiler aussi, souvent, il y a des courants d'air.
Et d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On choisit soit de fermer ou d'ouvrir. Et quand il fait chaud, difficile de réguler le débit d'air au niveau des portes et des fenêtres. Et quand elle est comme ça, c'est plus une porte. Et quand elle est comme ça devient une fenêtre. Et dans ces conditions-là, avec l'écran d'arrêt, on peut ventiler, éclairer normalement la maison. D'autres éléments, c'est des matériaux de construction. De quoi s'agit-il? Le Sénégal est un pays entouré d'eau. À l'ouest, nous avons l'océan Atlantique. Au nord, au sud, nous avons le fleuve Sénégal. Il y a eu un temps, l'eau de mer salée remontait dans le fleuve. L'État du Sénégal a décidé de mettre un barrage pour limiter le sel qui va dans le fleuve. Et quand on a mis ce barrage, l'eau est devenue douce et il y a une plante qu'on appelle le tifa. Et c'est une plante invasive qui a envahi le fleuve Sénégal, qui empêche la navigation, qui tue le poisson et qui crée des vrais problèmes de l'environnement. Des milliards ont été dépensés pour couper la plante tifa, mais à chaque fois que vous coupez la plante, elle pousse 2 fois plus. Et c'est devenu un problème environnemental au Sénégal. Nous avons transformé cette plante en matériau de construction. Et ce qui a fait que le GEF a pu financer pour 4 ans ce projet. Et on en a fait un matériau de construction, c'est-à-dire qu'on a mélangé de la terre avec le tifa pour arriver à avoir un matériau isolant thermique. Et isolant thermique suppose que, à travers la typologie de l'habitat au Sénégal, typologie de l'habitat veut dire quoi? En zone urbaine, en zone périurbaine et rurale, nous sommes capables d'accompagner l'existant et en même temps de travailler sur les bâtiments neufs. L'existant, c'est 7 modes d'habitat au Sénégal. Vous avez l'habitat traditionnel, vous avez l'habitat colonial et vous avez l'habitat moderne. C'est des modes d'habitat et ils ne sont pas dans les mêmes espaces territoriaux. Et entre ces 3 pôles d'habitat, vous avez l'habitat populaire régulier, vous avez l'habitat planifié, vous avez l'habitat populaire irrégulier et vous avez l'habitat des bidonvilles. Donc nous avons 7 typologies d'habitat au Sénégal. Nos collègues nous ont parlé tout à l'heure des tôles qui sont un peu partout et les ciments. À l'occasion de cet élément qu'on a rendu isolant thermique, on est capable de faire des faux plafonds en matériaux bien sourcés. Donc la question ici, c'est d'être réaliste et de valoriser l'existant dans une dynamique d'accompagnement et d'efficacité et pour ensemble qu'on puisse aussi travailler dans les bâtiments modernes qu'on va isoler, surtout par rapport à l'hôtellerie où on est censé utiliser ces éléments comme des cloisons acoustiques et coupe-feu. Donc dans ces conditions, l'innovation que nous sommes en train de faire avec ce matériau-là, c'est de s'investir dans le marché, mais de valoriser l'existant, quel qu'en soit le standing et quel qu'en soit, j'allais dire, son site d'implantation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, cher ami, de l'invitation. Merci Mbaké. Peut-être si tu veux, si les gens veulent voir cette solution. Ouais, ce qu'on a vu là, on a eu la chance d'avoir un retour d'expérience un petit peu, on va dire institutionnel avec ONU Habitat. Un retour d'expérience d'une ONG avec bon, la nôtre aussi, mais celle d'Antoine Lavoude-Nubienne. Et un retour d'expérience de terrain d'un architecte sénégalais. Ce qu'on a vu, c'est que le bâtiment, ça touche vraiment un ensemble de domaines. Mais qu'aujourd'hui, les principales opportunités en termes de développement, en termes d'adaptation pour les pays africains, elles se situent dans ce secteur-là. En considérant la croissance démographique, on va passer d'1 milliard à 2,4 milliards d'habitants en Afrique d'ici 2050. En considérant aussi la contrainte énergétique, tout ça, ça ne peut être fait que via un habitat qui soit viable, un bâtiment qui soit viable, adapté au contexte local et qui utilise justement les ressources des pays africains. Donc c'est un peu ça aussi qu'on voulait faire passer comme message avec cet événement à Énergie 2050, avec différents intervenants qui agissent dans différents secteurs. C'est qu'aujourd'hui on a besoin de décloisonner tous les savoirs, d'avoir une approche, si vous voulez, systémique du bâtiment qui intègre l'ensemble des acteurs. On fait des formations, on a vu, on a des urbanistes, parce qu'aujourd'hui on a besoin que tout le monde travaille en cohérence.
Si si l'urbaniste ne travaille pas en prenant en considération la contrainte de l'architecte pour faire l'habitat et la contrainte énergétique, on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, on a besoin justement d'une approche intégrée qui intègre l'ensemble des acteurs, que ce soit la société civile, en rappelant que la société civile, le rôle de la société civile a été renforcé par l'accord de Paris, qui lui accorde un chapitre entier pour les entités, ce qu'on appelle les entités non parties. Pour les acteurs économiques, les acteurs de terrain, parce qu'un développement, surtout en Afrique, aujourd'hui, il y a une priorité. La priorité, c'est le développement. Le développement, l'adaptation. Et le but, c'est que ce développement, cette adaptation se fasse vers des stratégies qui soient bas carbone. Et aujourd'hui, le bâtiment, notamment en Afrique, elle renferme ces solutions. Justement pour un développement qui soit résilient et qui soit conforme avec les objectifs climat. C'est-à-dire qu'il soit conforme avec les engagements qui ont été pris par la plupart des pays dans l'accord de Paris. Et sachant que l'accord de Paris est maintenant opérationnel, ces engagements aujourd'hui doivent devenir des plans d'action concrets et le bâtiment forcément va devenir un axe majeur d'intervention dans ces pays. Donc c'est un peu sur ça que nous on travaille, avec Énergie 2050. Je vais juste citer 2-3 activités qu'on a fait avec l'association. On a notamment publié un guide technique du bâtiment durable en région tropicale, justement pour qu'on puisse adapter le bâtiment, la construction dans ces pays au contexte climatique, parce qu'on n'a pas un seul climat en Afrique, on a beaucoup de contextes. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les bâtiments, notamment les bâtiments tertiaires ou même l'habitat, hors habitat informel, c'est des bâtiments qui respectent des normes qui ne sont pas du tout adaptés au contexte local. Donc heureusement, on a la promotion par Avenue Bienne, par d'autres organisations, d'un habitat justement qui soit adapté, économique et répondre aux contraintes locales. Donc on a ce guide, on a des formations également, pas mal de formations qu'on met en œuvre dans les pays africains avec les hameaux, donc avec Mbaké, pour les professionnels de l'environnement construit, mais aussi dans une démarche de formation initiale avec les étudiants des hameaux, qui sont des futurs architectes urbanistes. Donc on leur apprend à intégrer cette contrainte de l'énergie, cette contrainte du confort dans leurs travaux de tous les jours, et pas juste la contrainte architecturale, la contrainte esthétique et la contrainte de la demande du client. Il faut qu'ils apprennent justement à intégrer et aussi à travailler en collaboration. C'est-à-dire que tous les acteurs aujourd'hui, que ce soit l'ingénieur, que ce soit le maire de la ville, etc., doivent travailler en concertation avec les autres. C'est important, c'est cette volonté de décloisonner, parce qu'aujourd'hui, parler du bâtiment sans parler de la contrainte énergétique, sans parler des infrastructures, sans parler de la ville, sans parler des transports, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de faire ça. Un beau bâtiment, tout le monde sait le faire. À partir du moment où on est au milieu d'un champ, on peut faire un bâtiment bioclimatique. Maintenant, faire un bâtiment qui soit efficace, qui réponde aux contraintes de développement dans un environnement urbain sous contrainte financière et avec un habitat informel qui explose en Afrique, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est ça le but de la CPDN, c'est comment on fait pour intégrer toutes ces contraintes, comment on fait pour partir de la situation initiale, et pas partir d'une situation de rêve, mais de la situation initiale qui répond à énormément de complexes et avec la contrainte climatique qui exacerbe les enjeux. Comment on fait pour arriver à un habitat et à des bâtiments et constructions qui soient durables. Et voilà. Et dans ce cadre, troisième chose avec laquelle on s'implique à Énergie 2050, on est notamment dans le membre du comité directoire du programme Bâtiments et constructions durables du plan 4 décennal des Nations Unies. Et dans ce cadre-là, en fait, on est en train de mettre en œuvre un programme avec justement ONU Habitat. Pas exactement avec Marcus, mais avec une autre division d'ONU Habitat pour justement promouvoir l'habitat social durable dans les pays africains, et notamment en travaillant avec les autorités locales, c'est-à-dire avec les mairies, pour renforcer leur capacité à mettre en œuvre toutes ces problématiques, parce que c'est au niveau local que ça va se passer, c'est au niveau des collectivités, pour justement apporter cette cohérence territoriale avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà, je vous remercie, je pense qu'on on en a fini. Si vous avez des questions, bon moi je dois partir, mais on a notre stand d'énergie 2050 qui est là-bas. Mbaké, je crois que tu es là pendant longtemps, donc, mais si vous voulez aller l'embêter, regardez ce qu'il nous a apporté, n'hésitez pas. Et voilà, on aura d'autres événements sur le bâtiment africain dans les jours qui viennent, sachant qu'on a aussi cofondé l'initiative de la francophonie pour des villes durables avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'OIF. Donc on aura beaucoup d'événements sur les villes, sur le bâtiment, donc n'hésitez pas à venir nous suivre si vous êtes intéressé par notre programme. Toi tu interviendras également avec nous sur un autre événement, donc voilà. Merci à vous, merci d'avoir été venu, merci aux intervenants, thank you very much. Et merci bien sûr au comité 21 de nous accueillir.